Bon, alors nous allons commencer le dernier après-midi de ce colloque et j'ai le plaisir de vous présenter Frédéric Gros, dont la biographie est dans le programme, toujours. Donc c'est à vous. Très bien, merci. Je me suis permis de m'asseoir à cette table plutôt que de me mettre debout parce qu'il se trouve que pour un certain nombre de problèmes personnels, je n'ai pas eu le temps qui est évidemment précieux pour tout orateur après les premières recherches de les relier dans une trame discursive à la fois serrée et impeccable, de telle sorte que je ne me sens pas digne de vous proposer debout un discours tout à fait lisse et achevé, puisque, si vous voulez, je vais vous présenter les éléments d'une recherche, et donc je préfère rester assis. Voilà. Ce qui a, d'une certaine manière, motivé mon troupe, c'est que je pensais que pour moi, cet exposé allait être facile, parce qu'il y a, je ne sais pas, une quinzaine d'années, j'avais écrit un article qui s'intitulait, je crois, Foucault et la psychanalyse, sur le rapport de Foucault et la psychanalyse, et je me disais qu'après tout, il suffisait de reprendre les choses, mais entre-temps, si vous voulez, en reprenant cet article, je me suis aperçu que tout ce que j'avais pu consigner sur ce rapport entre Foucault et la psychanalyse s'appuyait essentiellement sur l'œuvre écrite de Michel Foucault et très peu finalement sur ce qui est l'objet pour moi du défi, c'est-à-dire comment Foucault fait intervenir, fait vivre Freud dans ses cours au Collège de France. Bon. Alors je vais procéder de manière un petit peu classique en trois temps. Dans une première introduction, j'essaierai à la fois de situer, j'allais dire, la manière dont Freud est évoqué chez Foucault dans les années 50, 60, très brièvement, parce que je ne vais pas commencer précisément par le Collège de France. Et ensuite, j'évoquerai deux grandes périodes, le Foucault des années 70 et les cours de Foucault dans les années 70, et puis les années 80. Voilà donc un cours, j'allais dire, bêtement chronologique. Je voudrais évoquer au départ ce que j'appelle un malentendu initial, un malentendu fondamental, qui est quelque chose que j'ai très souvent rencontré, à savoir, beaucoup considèrent que Foucault, au fond, serait un piètre connaisseur de l'œuvre de Freud, et que d'ailleurs ce dernier n'est jamais convoqué que de manière tout à fait allusive, générale, et le plus souvent on considère que c'est cette connaissance finalement très secondaire qui expliquerait un certain nombre de jugements souvent hâtifs, dédaigneux, ou qu'on peut même juger approximatifs, qui sont ceux de Foucault sur Freud en particulier et la psychanalyse en général. Et je crois que ce reproche est basé sur le fait, et c'est un fait avéré, qu'à part les tout premiers écrits des années 50, qui sont des ouvrages scolaires, Foucault ne fait jamais de citation explicite de Freud. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Freud n'est considéré à travers une œuvre, à travers des citations très précises, très déterminées, mais j'allais dire, Foucault convoque Freud beaucoup plus comme un phénomène culturel, comme un foyer de sens historique, comme un repère de pensée, ou un repère dans une histoire qui serait celle, par exemple, des relations entre la subjectivité et la vérité, de cette manière donc que comme, j'allais dire, un producteur d'œuvres précises qu'il faudrait analyser dans leur détail. Bon. Ce malentendu peut être j'allais dire levé quand on prend connaissance, ce qui effectivement est possible aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est maintenant que la Bibliothèque nationale de France a acquis donc les 40 000 feuillets qui concernent toute l'archive écrite de Foucault, c'est-à-dire les cours qu'il a pu dispenser à l'université, avant le Collège de France même, ou alors les fiches de lecture qu'il a pu constituer. Il ne faut tout de même pas oublier que Foucault, pendant les années 50,
n'a jamais été recruté dans les départements de philosophie que pour enseigner la psychologie. Pendant toutes les années 50, c'est quelque chose qui peut nous paraître surprenant aujourd'hui, mais Foucault était considéré comme un psychologue, un spécialiste des sciences humaines, et que ce soit à Clermont-Ferrand ou à Lille, il a été recruté pour ses compétences en psychologie et en psychopathologie, et d'ailleurs il avait lui-même des diplômes dans ces deux disciplines. Et si on regarde les cours tout à fait écrits dès le début des années 50, qui sont les cours à Lille par exemple, où au même moment il enseignait à l'ENS à Ulm comme répétiteur, je crois, je ne saurais plus exactement donner le statut, on s'aperçoit qu'il existe des tonnes de notes tout à fait précises, tout à fait importantes sur les écrits même de Freud, et qu'il en avait donc une connaissance, j'allais dire, de première main. Freud était très régulièrement par Foucault travaillé, plus encore quand il reprend les cours après son séjour en Pologne, en Suède et en Allemagne. Je ne mets pas tout ça dans l'ordre. Quand il reprend donc ses cours à l'université de Clermont-Ferrand, il fait un cours sur la sexualité. Il reprendra à Vincennes un cours sur les discours sur la sexualité, et là encore, Freud apparaît de très très nombreuses fois. Donc ça, si vous voulez, c'est pour dissiper ce premier malentendu. Il n'empêche, on le verra, sur 13 années de cours au Collège de France, le nom de Freud va être à peine cité une petite dizaine de fois, cité de manière explicite. Cela dit, cette présence de Freud et de la psychanalyse, je vais essayer de le montrer, et demeure quand même tout à fait importante. Je suis toujours dans cette introduction, je pars aussi de ce qu'on pourrait appeler une ambivalence structurale. J'emploie structural en un sens très peu technique, mais pour dire quelque chose comme tout à fait décisif, important et qui ne cesse de se répéter, du rapport de Foucault à Freud. C'est-à-dire que Foucault ne cesse à chaque fois de dire des choses absolument contradictoires quand il parle de Freud. On trouve même des énoncés comme, par exemple, Freud n'a jamais pu échapper au psychologisme de son temps, Freud n'est jamais parvenu à dépasser un positivisme psychologique qui était celui de son siècle, et on trouve les affirmations absolument inverses, j'allais dire, et qui consistent à dire qu'au contraire, Freud de plein droit et la psychanalyse échappe à tout psychologisme, etc. Et on remarquera, il y a une expression, je l'ai trouvée d'ailleurs en retravaillant ces textes, qu'avait noté Derrida et qui revient très souvent, qui est « il faut être juste avec Freud ». C'est l'expression qu'il a dans l'Histoire de la folie et qu'avait repéré Derrida, qu'est-ce que c'est qu'être juste avec Freud, et je l'ai retrouvé dans de très nombreuses autres occurrences où Foucault, quand il parle de Freud pour souligner, j'allais dire, l'importance culturelle, la mutation décisive, ou quelque chose comme l'aspect événementiel de l'œuvre de Freud, emploie l'expression « il faut faire justice à Freud, il faut rendre justice à Freud, il faut être juste avec Freud », comme si à chaque fois qu'il évoquait Freud et la psychanalyse, c'était quand même à partir d'une réserve initiale, d'une réticence première, d'une condamnation, si vous voulez, dont il sortirait lui-même pour dire il faut quand même être juste avec Freud. Et quand il parle, pour prendre le texte le plus agressif avec la psychanalyse, La volonté de savoir en 1976, quand il parle de l'honneur politique de la psychanalyse, qui consiste justement à avoir échappé et à avoir toujours refusé les effets politiques délétères de la théorie de la dégénérescence, il le fait en le disant, en employant une formule comme « il faut quand même reconnaître l'honneur politique de la psychanalyse ». Bon. Ça, ce serait la première chose. Ce que j'appelle ici cette ambivalence indépassable, elle se marque, je crois, de manière tout à fait précise. Si vous prenez les deux grandes occurrences de Freud dans l'Histoire de la folie, je ne vais pas les citer, on pourra y revenir après, où il dit, j'allais dire, deux choses tout à fait contraires, en tout cas qui rendent des sons absolument différents, puisque
dans un premier temps, il reconnaît à Freud une espèce de génie qui consiste à avoir échappé au psychologisme de son temps, mais si vous voulez, il reconnaît ce génie par... Cette reconnaissance est absolument ironique puisqu'il ne reconnaît pas Freud en position de rupture, mais il va nous dire qu'au fond, le génie de Freud, c'est d'avoir fait retour à l'expérience classique de la folie, c'est-à-dire l'expérience d'une folie prise tout entière dans le prisme du langage, qui consiste à dire au fond, la folie est d'abord et avant tout langage, elle est délire, etc. Donc, Foucault n'accepte de faire rentrer Freud dans une, j'allais dire, dans une post-modernité même, ou de faire sortir de la modernité psychologique, qu'en lui reconnaissant le mérite de revenir à l'expérience classique. Bon, je passe un certain nombre d'autres choses. Ce qu'on constate, je finis cette introduction, donc j'en reste encore ici à une ou deux généralités. Ces deux choses qui peuvent paraître, si vous voulez, toujours prises dans cette ambivalence. Soit Foucault va condamner la psychanalyse à partir du moment où il considère que quelque chose comme le freudisme apporte dans la culture la tentation de ce qu'on pourrait appeler le commentaire, mais le commentaire impérieux, qui consiste à se rendre maître du discours de l'autre en prétendant en détenir la clé. C'est-à-dire en dédoublant le discours, et au fond, ce qu'il trouve absolument insupportable dans une posture psychanalytique, mais qui n'est peut-être pas, j'allais dire, la psychanalyse dans toute sa largeur, ou même l'œuvre de Freud, c'est cette simple posture qui consiste à dire, au fond, je vais te dire à toi ce que tu veux dire et que tu ne peux pas dire. C'est-à-dire qu'on se constitue maître du discours de l'autre. Et par exemple, quand il expose le mémoire de Pierre Rivière et qu'il va en donner, j'allais dire, lecture, il va tout de suite dire « nous ne donnerons pas un commentaire psychanalytique parce que, précisément, il ne s'agit pas d'aller chercher derrière le discours apparent, le discours vrai dont on détiendrait soi-même la clé. » Et puis, dans d'autres textes, je reste toujours dans cette ambivalence avant de passer au cours au Collège de France, vous avez tous ces textes où Freud va être reconnu, mais à partir du moment seulement où il apparaît dans l'ombre de Nietzsche, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de textes sur Freud qui lui reconnaissent une grandeur, mais dans une série qui pose Nietzsche, Freud, même parfois comme dans le colloque de Royaumont, Nietzsche, Freud, Marx, qui consiste à poser que ce geste herméneutique de Freud, ce geste d'interprétation, ne s'arrête pas sur le sol d'un sens dernier, mais est pris dans une spirale qui est on n'interprète jamais que des interprétations, etc. Donc l'idée, si vous voulez, que cette herméneutique est une herméneutique infinie et que à partir de là, la psychanalyse fait l'expérience aussi d'un langage qui s'auto-implique. Et puis là, on a évidemment toute la référence à quelque chose comme une mystique négative du langage qui était sans doute très, très présente dans les années 60. Bon. Je vais tenter maintenant, si vous voulez, d'approcher beaucoup plus les cours au Collège de France, donc, et la manière dont Freud a été mis en scène par Foucault dans ses cours, de manière en détachant les années 70 et les années 80. Je vais prendre simplement 3 moments dans les années 70. D'abord, il faut bien se rendre compte que le tout premier cours de Foucault, intitulé donc La volonté de savoir, qu'il prononce en 1970, ça a été dit ce matin par Tammy Ayou, je vais reprendre un certain nombre de choses. Dans ce cours-là, qui est son premier au Collège de France, il fait l'ouverture et la clôture, d'une certaine manière, avec Freud. Il fait l'ouverture avec Freud puisque, d'une certaine manière, il va montrer comment ce qu'il appelle la volonté de savoir, c'est la tentation d'aller rechercher contre Aristote, contre ce qu'il appelle la thèse philosophique fondamentale, qui serait celle d'un désir pur de connaissance, aller tenter de repérer justement
à la racine du désir de connaître quelque chose comme des instincts irrationnels ou des violences fondamentales. Et là, on a la série Nietzsche et Freud. Et évidemment, comment se clôt le cours par une analyse de l'Oedipe. Et là, j'y reviendrai parce que cette analyse est reprise aussi en 80, mais on est aussi à ce moment, c'est des choses qui ont été dites ce matin, à travers la référence au texte de Vernant, au texte d'Anzieux, au texte de Lévi-Strauss, la confrontation au texte de Sophocle, à la tragédie de Sophocle, apparaissait pour un certain nombre d'intellectuels à cette époque comme l'épreuve majeure pour précisément mettre en valeur ses propres pensées. Donc on a toute une lecture d'Oedipe qui évidemment est, j'allais dire, moins anti-freudienne que para-freudienne, c'est-à-dire où il s'agit d'aller chercher autre chose dans le texte, et j'y reviendrai parce que c'est repris en 80. Bon. Je vais maintenant surtout insister parce que ce sont les moments où Freud et la psychanalyse sont le plus convoqués, si on peut dire, parce que ça reste en même temps tout à fait léger. En tout cas, on est au milieu des années 70, 1974 et 1975, et Foucault fait donc un premier cours intitulé « Le pouvoir psychiatrique » et un second intitulé « Les anormaux ». Bon. Alors, je l'avais indiqué à Céline, et puis j'ai réagi évidemment trop tard, mais c'est vrai que j'aurais voulu intituler cette conférence Freud de l'éviter des cours de Foucault. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, quand on regarde les manuscrits des cours au Collège de France, quand on l'écoute, que le plus souvent, tout ce que Foucault construit, élabore d'intéressant et où il cite Freud directement, il ne le prononce pas. C'est-à-dire ce sont des choses qui sont dans le manuscrit mais qui ne parviennent pas, j'allais dire, à l'élocution orale. Alors peut-être qu'il n'avait pas le temps et qu'il s'est dit qu'après tout, je veux dire, on ne peut pas non plus tout à fait surinterpréter. Et si vous voulez, si je prends un seul exemple qui permet quand même de prendre mesure de ce rapport tout à fait étrange, latéral et ambigu à Freud. Quand Freud est cité tout à fait directement dans ce cours sur le pouvoir psychiatrique, c'est précisément pour dire que finalement, il n'a rien inventé. D'accord ? C'est-à-dire, il dit par exemple, quand je dis principe de l'association, ce n'est pas à Freud que je pense. C'est-à-dire, au moment où il dit Freud, où il parle de Freud, c'est pour dire que c'est surtout pas à lui qu'il pense et que c'est peut-être pas la référence obligée. Et une deuxième fois, ce n'est pas tellement à Freud qu'il faut en faire crédit, donc il n'apparaît que pour être aussitôt marginalisé. D'accord ? Et quand il y a évidemment, on le retrouve dans le manuscrit, une notation tout à fait positive, c'est bien là que Freud ira les chercher, ça il ne le prononce pas, ça reste dans le silence de l'écrit. Et on a par exemple, dans ce cours sur le pouvoir psychiatrique, comporte toute une analyse de la psychanalyse qui, elle non plus, n'est pas complètement formulée, c'est-à-dire on retrouve ça seulement dans les manuscrits, mais ça n'a pas été prononcé, mais j'en restitue quand même le sens. Au fond, je crois que la question que se pose Foucault au milieu des années 70, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dire que la psychanalyse n'est pas une authentique antipsychiatrie. Je crois que c'est ça l'idée, c'est-à-dire que ce qu'il essaye de montrer à propos de la psychanalyse, au moment même où dans le pouvoir psychiatrique, il met, j'allais dire, en valeur, en démonstration, ce qu'il appelle tout à la fois le surpouvoir et le sursavoir du psychiatre, c'est-à-dire la manière dont la machine asilaire se comporte pour produire des pathologies dont elle a par devers soi évidemment la formule en termes de vérité. La psychanalyse par rapport à l'énorme machine asilaire peut apparaître, et évidemment est souvent apparue, comme une échappée, une manière de sortir de l'enfer psychiatrique avec tous ses effets délétères. Et précisément, la thèse de Foucault consiste à dire que la dépsychiatrisation effective produite par la psychanalyse, puisque précisément le psychanalyste
se présente sans les murs, sans les infirmiers, sans les camisoles de force, sans non plus tout l'arsenal, j'allais dire, chimique. Cette dépsychiatrisation n'est finalement que superficielle. Pourquoi? Alors là, si vous voulez, la thèse est à la fois intéressante et un peu ténue quand même, parce qu'elle maintient intacte une relation au médecin, et que cette relation, c'est-à-dire que cette dépsychiatrisation ne vaut pas démédicalisation, et que ce médecin a beau être sans hôpital, il n'est pas pour autant nu et coupé de ses pouvoirs. Au contraire, quelque chose comme un pouvoir de domination est rassemblé et concentré parce qu'il se tient tout entier dans le silence et dans le regard du psychanalyste. D'accord ? Donc là, si vous voulez, il y a toute une thèse qui d'ailleurs reprend, où Foucault ne fait que reprendre ce qu'il disait déjà en 1961 à propos de Freud, qui consiste à dire que c'est dans l'intensité de la relation pure entre le médecin, ou plutôt l'analyste et l'analysant qu'on pourrait dire, que se rejoue l'ensemble du pouvoir. Voilà pour le cours sur le pouvoir psychiatrique. Ce que j'ai repéré ensuite pour le cours sur les anormaux, c'est qu'il y avait aussi un projet tout à fait énorme et dont on trouve des traces beaucoup plus complètes dans les manuscrits déposés au Collège de France, où, vous le savez sans doute, Foucault, dans une première version de l'histoire de la sexualité, avait prévu l'écriture d'un certain nombre de tomes qui devaient s'intituler « La femme, la mère, l'hystérique », les populations, le peuple des pervers, etc. Et un des volumes, La chair et le corps, et La croisade des enfants. Et il y a donc un volume qui était sans doute dont on a le plus de traces écrites, dont il fait part comme ça dans les leçons du 5 et 12 mars 1975, où Foucault va faire jouer l'œuvre de Freud, mais de manière tout à fait ironique. C'est-à-dire comment est-ce que quelque chose comme l'émergence de la psychanalyse est historiquement construit. Foucault part des grands textes médicaux contre la masturbation à partir du milieu du XVIIIe siècle, qui, j'allais dire, enfle à la fin du XVIIIe siècle, etc., où la masturbation, d'ailleurs, est dénoncée par les médecins comme étant une conduite tout à fait malheureuse parce qu'elle produit des pathologies absolument effroyables. Ce n'est pas dénoncé d'ailleurs comme un vice affreux ou un mal moral, mais comme quelque chose presque comme un accident pathologique qui fait qu'à un moment, la main rencontre le sexe et ça produit un certain nombre d'effets. Mais en tout cas, ces effets absolument désastreux de la masturbation oblige les parents à porter une attention tout à fait particulière à la sexualité de leurs enfants et à constituer, et c'est quelque chose comme une invention, à constituer une famille qui est une famille incestueuse. C'est-à-dire que ce que va tenter de faire Foucault, ce qu'il avait comme projet de faire, sans doute, on s'en aperçoit dans les écrits, c'est de montrer que finalement que l'inceste doit être compris à partir de la masturbation. C'est-à-dire c'est à partir du moment où la traque, l'inspection de la masturbation des enfants prend corps que quelque chose comme une famille, j'allais dire qu'il appelle cellulaire, qu'il appelle sexuelle, qu'il appelle incestueuse, se constitue une famille saturée de sexualité, puisqu'on va demander aux parents d'être là au moment où les enfants se couchent, ou même de dormir avec eux pour être assurés qu'ils ne se masturbent pas, qu'il n'ait pas de gestes malheureux, qu'ils soient là aussi au réveil, etc., qu'ils fassent attention aux domestiques, aux gestes des domestiques. Et au fond, c'est cette sexualisation de l'enfance qui va rendre possible, d'une certaine manière, l'élaboration des grands textes de la psychanalyse. C'est-à-dire que Freud ne découvre pas finalement la sexualité des enfants, il décrit des enfants sexualisés, et là, si vous voulez, on est évidemment dans toute cette... Il me semble que c'est aussi ce qui fait partie, j'allais dire,
de la philosophie moderne, de ne plus se poser des problèmes d'essence, mais des questions de processus. C'est-à-dire la question n'est pas qu'est-ce que c'est que la médecine, mais qu'est-ce que c'est que la médicalisation. Foucault ne pose pas la question qu'est-ce que c'est que la sexualité, mais qu'en est-il de la sexualisation des enfants, des familles, etc. Et en même temps, ce que dit Foucault au Collège de France, de manière tout à fait... Je ne sais pas, je vais vous lire ça parce que c'est, je trouve, j'allais dire que c'est délicieux, mais le terme n'est sans doute pas le bon. Il montre que précisément ce rapprochement incestueux des parents qui vont se pencher sur le sexe de leur enfant, la constitution de la psychanalyse comme science permet de les en dédouaner, puisque précisément le discours de la psychanalyse, c'est « n'ayez pas peur d'aimer vos enfants et d'avoir des relations incestueuses avec eux, puisque fondamentalement, nous vous l'apprenons, ce sont eux qui vous désirent. » D'accord ? Et si vous voulez, cette espèce de renversement permet une déculpabilisation. Je vais vous lire peut-être juste un passage. Donc c'était, je crois, le 12 mars 1975. On inverse la relation d'indiscrétion incestueuse. On avait demandé aux parents de s'approcher de leurs enfants. On leur avait dicté une conduite d'indiscrétion incestueuse. Au bout d'un siècle, c'est-à-dire quand arrive Freud, on les disculpe de la culpabilité qu'à la limite, ils auraient peut-être ressenti d'aller ainsi découvrir le corps désirant de leurs enfants. Et on leur dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui êtes incestueux. Et il finit premier bénéfice moral qui rend acceptable la théorie psychanalytique de l'inceste. Donc là, si vous voulez, vous avez un renversement qui est évidemment tout à fait provoquant. Je passe très vite parce que je vois que l'heure tourne aux années, il reste 5 minutes, aux années 80. Alors je reprends, dans les années 80, vous avez là aussi... je vais m'appuyer surtout sur le cours du gouvernement des vivants. Le gouvernement des vivants, c'est le cours de 1980 où Foucault propose à nouveau une lecture d'Œdipe. Vous savez sans doute, je le dis très vite, que les années 80 sont pour Foucault celles de ce qu'on pourrait appeler la période d'une réinvention du sujet, d'une reproblématisation du sujet à travers des termes comme pratique de subjectivation, technique de soi, etc. On a l'habitude de considérer que, je mets beaucoup de guillemets, que ce retour à la subjectivité et au problème de la subjectivité se fait sous la grande lumière grecque, mais il faut bien s'apercevoir qu'il se constitue dans l'ombre des monastères chrétiens. C'est-à-dire que le moment où Foucault va considérer que ce qui doit être interrogé, c'est précisément les processus de subjectivation, c'est à partir d'une relecture des premiers pères chrétiens, puisque les aveux de la chair, qui constituent donc le dernier tome de l'histoire de la sexualité, sont écrits dans leur première version au début des années 80. Bon, enfin, ça, ce sont des choses pour spécialistes. Voilà, je vais très vite. Ce qui est proposé dans le gouvernement des vivants, et je vous donnerai une lecture aussi de la fin, c'est d'abord ce que j'appelle un déplacement subversif et une généalogie ironique. Déplacement subversif, c'est évidemment à propos d'Œdipe. De quoi s'agit-il pour Foucault dans son analyse d'Œdipe ? Il s'agit tout simplement de dire, au fond, ce qui se passe dans Œdipe, à savoir la démonstration d'un inceste et d'un parricide, ce parricide et cet inceste sont moins décisifs par leur gravité intrinsèque, leur horreur propre, que par le mécanisme par lequel leur authenticité est démontrée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce que ça peut paraître comme ça un peu retors. C'est qu'au fond, ce qui compte pour Foucault dans Œdipe, c'est l'établissement de la preuve de l'inceste et du parricide. Et c'est ça l'objet de l'Œdipe roi. C'est-à-dire, c'est non pas, la mise en tragédie d'un indicible, mais précisément l'articulation des grandes formes de discibilité en Occident. C'est-à-dire le problème de l'Œdipe roi, et en général de la tragédie, c'est pas de mettre en scène l'indicible, mais les formes mêmes de la discibilité. Qu'est-ce qui fait que,
quand, par exemple, l'oracle dit « il a tué son père », personne ne l'écoute. Voilà. Parce qu'au fond, qu'Œdipe ait tué son père, on le sait dès le début de la pièce. Simplement, la forme par laquelle on le dit, un oracle, personne ne s'en occupe, alors qu'il faudra l'aveu du petit berger du Cithéron pour que ça devienne une vérité acceptable. Donc, si vous voulez, l'espèce de grande leçon précisément de Foucault, c'est de montrer que ce qui est en jeu, ce sont ces formes de dissibilité plutôt que cet effroi de l'indicible. Je passe à ce que j'appelle maintenant la généalogie ironique. Il me semble que ce que met en place Foucault dans ce cours, je lis quand même la fin parce que vous allez voir, Foucault ne se donne même pas la peine de citer le nom de Freud, au sens où il va évoquer Freud à travers une tournure qui est ce qu'il appelle un esprit drôlet. Voilà. La seule manière dont Freud est indiqué dans ce cours, qui porte tout entier donc sur les racines de notre subjectivité, c'est un esprit drôlet. Je vous dis ça, nous sommes obligés de parler de nous-mêmes pour dire vrai. Tout le cours a porté sur la manière dont, dans les monastères chrétiens, dans la direction chrétienne de conscience, se sont élaborées pour la première fois les injonctions à dire le vrai sur soi-même, à partir de soi-même, et à délivrer le discours de sa propre vérité face à un autre qui reste et qui demeure silencieux. Donc cette espèce d'injonction à dire le vrai sur soi, et à dire le vrai, évidemment qu'elle était présente dans Œdipe, où il s'agissait de dire le vrai sur le crime d'Œdipe. Je reprends la formule de Foucault, les derniers mots. Nous sommes obligés de parler de nous-mêmes pour dire vrai. Dans cette obligation, vous voyez la place éminente que le discours prend. On n'a plus besoin d'être roi, on n'a plus besoin d'avoir tué son père, on n'a pas besoin d'avoir épousé sa mère pour découvrir la vérité de soi-même. Il suffit d'être n'importe qui, inutile d'être Œdipe, aucun peuple en proie à la peste ne vous le demande, etc. Et il finit, inutile donc d'être Œdipe pour être tenu de découvrir la vérité de soi-même, inutile d'être Œdipe à moins, bien sûr, qu'un esprit drôlet ne vienne vous dire « mais si vous êtes obligé de dire la vérité, c'est que sans le savoir, vous êtes malgré tout un petit peu Œdipe ». Mais vous voyez que celui qui vous disait ça n'avait fait en somme que retourner le gant de l'Église. C'est-à-dire que toute la dernière, il faut bien voir qu'on insiste beaucoup évidemment sur la construction grecque des dernières années de Foucault, mais il faut bien voir que j'allais dire l'émergence de cela au moment où Foucault écrit Les aveux de la chair, c'est précisément, je vais 46, oui, bon, je conclus, oui, quelques minutes, j'essaie de conclure. Donc, toute cette thématique chez Foucault consiste à la fin, au début des années 80, à faire apparaître l'œuvre de Freud comme cette espèce d'horizon qui trouve, j'allais dire, ces racines d'émergence précisément dans les pratiques chrétiennes de confession. Pourquoi ? Vous avez une double racine. Vous avez ce qu'on pourrait appeler Cassien pour le sujet divisé et Saint-Augustin pour le sujet de désir. Je vais très vite, on pourra y revenir après. Le sujet divisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que précisément à partir du moment où vous êtes dans la posture de quelqu'un qui a à répondre à l'injonction « mais qui es-tu vraiment ? Mais qu'en est-il vraiment de ton désir ?» C'est cette question-là qui vous est posée par un autre qui fait apparaître la division fondamentale entre ce que vous pensez être vraiment, ce que vous croyez être, et ce que vous êtes vraiment, et qui ne peut apparaître que dans, j'allais dire, l'adresse de ce discours à l'autre. Et qu'est-ce que c'est ? J'allais dire que la provocation de Foucault, c'est de faire apparaître que cette division du sujet est une division en somme fondamentalement politique parce que c'est une manière de faire obéir. C'est-à-dire que toute la démonstration de Foucault en 80 consiste précisément à montrer que l'élaboration de ce discours de technique pour dire la vérité de soi et sur soi ne prennent sens qu'à partir d'une injonction
d'obéissance, et que cette division du sujet est une division, j'allais dire, est une division politique, et que c'est en cherchant à nous élucider nous-mêmes que nous avons appris le mieux à obéir à l'autre. Au fond, c'est cette équation que met en place Foucault. S'élucider soi-même, c'est toujours et fondamentalement obéir à un autre. Ça, c'est pour le sujet divisé, et je finis simplement pour le sujet de désir. Vous trouvez cette formule dans les Aveux de la chair, qui est donc le dernier texte de Foucault, écrit dans les années 80, et sur lequel que Foucault relisait sur son lit d'hôpital au moment de sa mort, et qui devait constituer donc le tome 4 de l'histoire de la sexualité. À propos de Saint-Augustin précisément, Foucault parle d'une libidinisation de la sexualité, c'est-à-dire que qu'a apporté le christianisme, c'est ce qu'il appelle la libidinisation de la sexualité, c'est-à-dire la formation d'un désir qui n'apparaît pas comme une énergie qu'il faudrait maîtriser, mais comme précisément un mouvement qu'il faut lire. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie.